Bonjour à tous les amis, nous sommes sur le territoire de l'Université technique d'État de Moscou-Bauman. Aujourd'hui, nous visiterons le centre d'ingénierie des systèmes stratosphériques où Arkady Ditkovski nous guidera et expliquera leurs activités. Allons-y. Nous avons plusieurs sites de base et celui-ci fait partie. C'est ici que se déroulent les essais. Dans les enveloppes, il y a une production expérimentale découpe, soudure, équipement embarqué. Le bureau d'études se trouve également ici. Sur d'autres sites, nous travaillons avec des pièces métalliques, soudure, découpe, pliage, etc. Et il y a aussi un terrain d'essai. Suivez-moi. C'est ici que se trouve directement la zone de soudure. Nous avons récemment reçu un film de plus de 2 mètres de large, un film à 5 couches. C'est ici que se déroulent la plupart des opérations de soudure. Actuellement, nous disposons de plusieurs types de machines à souder. Ceci est une machine à souder thermo-impulsionnelle. Sergueï, pouvez-vous nous montrer une soudure? Le principe de fonctionnement de cette machine est le suivant. Un ruban en nichrome, est chauffé en quelques secondes grâce à un fort courant, puis le processus de refroidissement a lieu, et c'est ainsi que la soudure se forme. Tous les paramètres du mode sont importants ici. La vitesse du mode, la vitesse de chauffage, la vitesse de refroidissement, la température maximale. Tout cela est réglable sur cette machine, c'est-à-dire jusqu'au centième de seconde près. Le mode de fonctionnement est paramétré ici. Il est possible de changer l'électrode. Par exemple, on peut installer une électrode d'1 mètre à la place d'une de 30 cm. Actuellement, des électrodes de 30 mm de large sont en cours de fabrication, précisément. Ceci est donc une électrode d'1 mètre. C'est donc une pièce interchangeable? Oui, cette partie de la table peut être retirée et il est également possible d'installer ici des électrodes de forme spéciale. Nous travaillons avec plusieurs types de films, des films en polyéthylène et des films en polyuréthane. Voici un film en polyéthylène, un matériau plastique composé de plusieurs couches distinctes, y compris une couche barrière essentielle. Et maintenant, Sergueï, notre ingénieur en chef, va vous montrer en détail le fonctionnement de ce système. On effectue une pression. Une fois que le signal sonore s'arrête complètement, le chauffage prend fin, puis vient le refroidissement progressif. Et voilà, on obtient une petite soudure bien nette et précise. Donc ce sont des soudeuses comme celles que vous voyez à Auchan, sauf qu'elles peuvent être jalouses. C'est un peu d'une autre qualité. Voici ce joint, c'est ce qu'on appelle un joint à recouvrement. C'est-à-dire qu'il se distingue par une solidité particulière, car toute la charge repose sur la surface du joint. Et en conséquence, la charge qui s'exerce habituellement sur les enveloppes, comme ceci, est absorbée de manière optimale et efficace par le matériau, ce qui réduit le risque de défaut. Si le matériau est plus grand en avançant étape par étape? Oui, pas à pas, une couture recouvre l'autre. Il existe donc différentes astuces pour travailler avec les matériaux selon leurs propriétés lors du soudage, c'est-à-dire que les collègues connaissent tout cela, savent le faire et, en principe, s'y sont déjà bien adaptés. La machine a été entièrement conçue, développée avec soin et fabriquée ici même, dans nos ateliers, par nos employés dévoués, nos gars qualifiés et expérimentés. Et en général, il est prévu, dans un avenir proche, de créer une deuxième machine de ce type, encore plus perfectionnée, mais déjà beaucoup de choses ont été faites et peaufinées sur celle-ci. Voici la deuxième machine que nous allons examiner. Cette machine n'est plus à thermo-impulsion, mais elle est également et principalement thermique. Ici, on peut observer clairement plusieurs zones distinctes. C'est une machine achetée en Chine, modifiée, une option assez bon marché. Il y a ici une zone de chauffage, une zone de refroidissement et une zone de fixation. C'est-à-dire qu'ici, avec plusieurs rouleaux, on effectue un pressage successif, puis une perforation et le joint apparaît directement. Dans ce cas, le joint est un joint de type bateau et non un joint à recouvrement. Vous pouvez voir à quoi il ressemble. C'est donc un morceau d'enveloppe de 2000 m3. Voici le type de joint. Il ne supporte la charge non pas sur toute la surface du joint, mais uniquement sur la ligne où cette charge est appliquée. Le joint n'est pas conçu pour supporter de fortes charges, il est destiné à retenir le gaz en lui-même. Et comme vous pouvez le voir, voici une enveloppe d'un volume de 2000 m3. Elle est assez compacte, pliée en zigzag, en quinconce. Actuellement, elle est en 4 morceaux. 2 morceaux sont sur la machine, 2 autres sont en stockage. Les gars soudent déjà les derniers joints.
Et vous achetez différents types de films, vous les testez, vous les vérifiez d'une manière ou d'autre? Tous les films subissent des tests, tests de résistance à la rupture, tests de perméabilité au gaz. Tout cela se fait aussi ici? Pas tout à fait. Ici, nous ne testons pas la perméabilité au gaz, ce sont nos collègues qui s'en chargent. Ici, nous testons la résistance à la rupture. D'ailleurs, il y a une machine de chargement biaxial des tissus qui permet de simuler la pression. Parce que lorsque l'enveloppe est gonflée sous la pression d'un aérostat ou d'un dirigeable, le tissu subit alors une contrainte biaxiale. Et donc, avec l'une des machines, nous simulons ce type de contrainte. Voici une petite couture très soignée, très douce. C'est un film de 50 microns. À la jonction de la couture et du matériau, aucun défaut n'apparaît même sous charge importante. C'est-à-dire que tout cela est important pour nous, pour la perméabilité au gaz, pas seulement la résistance, mais la perméabilité. Ici, nous voyons qu'aucun de ces défauts n'apparaît. On peut souder de grandes pièces complexes avec ce type de couture, étape par étape, et ainsi obtenir des assemblages hermétiques. Les matériaux sont testés non seulement dans des conditions normales, mais aussi à des températures négatives. Les mesures sont effectuées à moins 65 degrés pour la perméabilité à l'hélium et pour la résistance. On voit que les matériaux se comportent différemment dans ces conditions. Par exemple, pour les polyéthylènes, on constate que le pourcentage d'allongement passe de 400% à 10-20%, c'est-à-dire qu'ils deviennent cassants à basse température. Eh bien, c'est prévisible. Tout cela est très important. Il est absolument essentiel de tout vérifier minutieusement avant la fabrication des enveloppes. Il y a un bloc de commande dédié qui l'accompagne. C'est aussi lui qui fournit l'alimentation électrique nécessaire. Voici ce rouleau. Il en est actuellement à la phase finale de développement. Il fonctionne déjà. Des collègues ont fabriqué plusieurs pièces avec, mais ils ont relevé un certain nombre de défauts lors de l'utilisation. Par exemple, le bord de ce rouleau est excessivement tranchant, ce qui pose un problème significatif. Lorsque la soudure est pressée avec force, cela provoque inévitablement un amincissement notable du matériau. Cet amincissement agit comme un concentrateur de contrainte, mais sinon, le rouleau est assez pratique, oui, c'est-à-dire qu'ici, il y a des contacts glissants qui viennent du capteur de température et du chauffage. Le rouleau est recouvert d'un revêtement en téflon. Il n'y a pas besoin d'adhésif ou d'anti-adhésif pour éviter que le rouleau colle au polyéthylène. Il soude tout seul. C'est comme les poêles anti-adhésives. On étale le produit sur la table, on effectue une petite réparation ou, par exemple, il faut réaliser une couture de forme particulièrement complexe. Tout cela est possible grâce à ce type de rouleau. De tels rouleaux n'ont pas été développés en Russie depuis, je pense, au moins 30 à 40 ans. Voici notre ordinateur de bord, un système très avancé et performant. Mardi de cette semaine, il a littéralement passé des essais en vol et il les a réussis avec succès. Pendant tout le vol, jusqu'à 100 mètres au-dessus du sol, lors de l'atterrissage, nous avons maintenu une connexion continue avec lui via un canal radio toutes les 10 secondes. Il transmettait un paquet complet de télémétrie, il récupérait à distance les données d'un capteur situé à l'extérieur, il mesurait la température et la pression à l'intérieur même du corps de l'appareil. Voici le boîtier avec des panneaux solaires pour l'ordinateur de bord. De plus, il faisait tellement ensoleillé que dehors, il faisait moins 60 degrés, tandis qu'à l'intérieur, il faisait plus 43 degrés, une telle surchauffe. Nous pensions qu'il faudrait chauffer, mais il s'est avéré qu'il fallait plutôt évacuer cette chaleur vers l'extérieur. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que dans des conditions de forte guerre électronique, avec de fortes interférences radio, nous avons obtenu une trace GPS stable jusqu'à une altitude de 8,5 km. C'est donc remarquable, je pense que nous avons déjà des pistes pour d'autres moyens et nous allons augmenter cette altitude. Autrement dit, nous allons continuer à travailler sur la conservation des coordonnées de l'appareil lui-même afin de connaître non seulement l'altitude barométrique, mais aussi sa position exacte. Actuellement, dans les zones où il y a de la guerre électronique, cela pose certaines difficultés. Mais dans l'ensemble, cette méthode d'enroulement de l'enveloppe permet de réduire considérablement la pénibilité du processus et d'améliorer la qualité du travail. Parce que tout se fait au même endroit, les gens n'ont pas besoin de courir partout. Voilà. Et l'enveloppe fait 30 mètres de long. Il aurait donc fallu une table de 30 mètres.
avec des poids, des contrepoids, des guides tout autour, et tout le reste, oui. Ici, tout cela se fait sur une petite surface de 6 ou 8 mètres carrés. Dans cette pièce, on peut fabriquer simultanément 2 ou 3 enveloppes de ce type en même temps, ce qui est très efficace. Et pour y travailler, 3 personnes suffisent, ou même 2, c'est possible? À 2, possible. Oui, même à 2, c'est tout à fait possible. Étage -1. Entrée. Voici l'enveloppe à gaz de 40 mètres cubes. Elle est en test depuis 2 semaines. En fait, elle est en train de passer des tests d'étanchéité au gaz. C'est-à-dire que nous avons des données sur la perméabilité au gaz du film lui-même, ainsi que sur la perméabilité des soudures. En plus de cela, il y a aussi différents éléments sur l'enveloppe. Au sommet, un appendice est installé sur le côté. Il y a un tuyau de remplissage. Ils sont faits de matériaux différents, sont soudés de différentes manières. C'est pourquoi il est important de tester l'enveloppe comme un produit fini et complet. Des essais ont été réalisés, d'abord avec le tuyau à gaz positionné en haut. On a fait un test initial, puis on l'a retiré, on l'a attaché différemment, on a refait un nouveau test, puis on l'a finalement abaissé. Voici maintenant l'étape de l'essai où le sommet est tiré vers le bas et le tuyau à gaz lui-même, qui peut aussi être une source supplémentaire de fuite d'hélium, se trouve en bas, c'est-à-dire que le gaz ne le touche pratiquement pas. Et maintenant, rien n'a changé là-bas, il relève simplement les mesures régulièrement et trace un graphique. Ici, la flottabilité est faible, donc nous n'avons pas vraiment peur que cela s'envole. Nous voyons 6,8, 6,87. Nous menons les essais pendant au moins 2 semaines. On pourrait, en principe, se contenter d'une semaine, mais nous préférons jouer la sécurité. Donc les essais précédents que nous avons réalisés portaient sur la perméabilité au gaz. Ce qui est en rouge ici, c'est justement le tuyau de remplissage pour ne pas le perdre. Les essais ont duré 1 mois, ils se sont déroulés à l'intérieur du hangar, et nous avons constaté que, même si le hangar est censé protéger du soleil de tous les côtés, la flottabilité varie énormément selon l'heure de la journée, littéralement jusqu'à 2 kg. C'est pourquoi nous nous sommes éloignés du rayonnement infrarouge et sommes allés nous installer à la cave. Ici, il n'y a plus du tout de soleil et comme c'est sous terre, la température est assez stable, donc nous ne voyons plus ces variations journalières. Nous avons une courbe stable, la température aussi, oui, il y a une sorte d'alignement planétaire dans les relevés de poids, dans les mesures de masse ici. Un capteur est intégré à la coque dès le départ, il est autonome. Il fonctionne sur batterie. C'est une petite sphère, à l'intérieur il y a un capteur de température, de pression, de tension si besoin, et il transmet donc les données en temps réel à la station de réception. Ici nous voyons qu'il y a actuellement 102,08 kPa. Le ping est affiché ici. Cela indique combien de secondes se sont écoulées depuis la dernière transmission. Un message arrive toutes les 5 secondes. Ici, il est indiqué qu'il y a une carte SD, on peut donc activer l'enregistrement, et la température affichée ici est de 19 degrés, c'est-à-dire que les écarts de température sont également enregistrés ici. Il est possible de connecter plusieurs capteurs, jusqu'à 4 simultanément. Ici, une carte SD est insérée, ce qui permet de générer des graphiques à partir des données. Par exemple, la plupart des manomètres différentiels avec lesquels nous avons travaillé, tout d'abord, c'est qu'il y a une multitude d'adaptateurs jusqu'au tube, jusqu'au récepteur de pression. Ensuite, une partie de ces manomètres différentiels fuient d'eux-mêmes, donc on ne sait pas ce qui fuit, le manomètre ou l'enveloppe. Mais lorsque le capteur se trouve à l'intérieur et que tout est reçu par radio, il est très facile d'exclure ce problème. D'autant plus que l'enregistrement est continu. En général, cela s'est très bien montré. Plusieurs de ces consoles ont déjà été fabriquées. Il y a aussi 5 capteurs de ce type et exactement les mêmes capteurs sont installés à l'intérieur des enveloppes pour le vol afin de surveiller la surchauffe et la pression à l'intérieur. Et si on reprend, quelle est la tâche principale de cette sphère ici, finalement ? Actuellement, il est en phase de test. Nous améliorons les technologies. De telles sphères ont déjà volé, mais elles sont lourdes et coûteuses. Nous essayons de les rendre légères et bon marché. Cette sphère-ci est 2 fois plus légère que notre version précédente. En ce moment, elle est déjà en train de passer son 3e jour d'essai avec une courbe de pression stable.
Elle est hermétique. Avec de l'air ordinaire? Avec de l'air ordinaire. La pression à l'intérieur est d'environ 3 kPa, si on remet à zéro. Ça fait combien de mètres cubes? Il fait environ 20 mètres cubes. C'est une sphère de plus de 3 mètres de diamètre, environ 3,5 mètres. Et elle sert à nous maintenir à l'altitude voulue, c'est-à-dire à ne pas monter plus haut. Si on lâche simplement une telle enveloppe dans l'atmosphère, elle va s'envoler, se dilater jusqu'à atteindre son volume maximal, puis soit éclater, soit libérer son gaz et retomber. Et cela arrivera en moins de 24 heures. Et dans ce cas, elle se stabilise à une certaine altitude grâce à cette enveloppe, car elle prend du poids en montant grâce aux effets aérostatiques. D'accord, j'ai compris. C'est simplement la loi de l'aérostatique, elle prend ce poids. Vous voyez par exemple qu'ici, l'un des poulies s'est déchiré, c'était lors d'un essai à 10 kPa. Voilà, et ces ceintures caténaires, les petites rosettes, la façon de relier toutes ces rosettes, etc. La transmission de la charge, tout cela comporte de nombreuses subtilités. En pratique, il a déjà fallu faire face à cela et chercher des solutions. Ici, nous avons les testeurs du bureau d'études. Ils ont attentivement suivi le vol d'hier. Ici, en fait, c'est surtout la trajectoire. Voilà, elle vient justement de se mettre à jour. Principalement, la trajectoire précise de la machine depuis Moscou. Ils ont volé à gauche du grand réservoir de Tchkalov. Voici le point de départ initial et voici le point d'atterrissage final. Le satellite ne captait pratiquement rien du tout. Maintenant, je vais vous montrer la trajectoire elle-même de manière plus détaillée via le canal radio de communication. Voici notre altitude actuelle. Donc ça, c'est l'altitude mesurée selon le baromètre et ça, c'est l'altitude déterminée selon le GPS. On peut observer qu'à partir d'une certaine hauteur, on a commencé à nous brouiller. C'est à environ 8 km d'altitude. Donc, ces pics-là, c'est le fonctionnement standard de la guerre électronique. Il essaie de dire, en gros, les gars, vous tombez, relevez le nez. Et après cela, le drone part en décrochage. D'après le baromètre, la transmission était assez stable. Voici la trajectoire que nous a transmise le GPS, notre GPS de bord via le canal radio. Et après cela, la guerre électronique a commencé à le perturber, à le faire tourner, etc. Donc à partir de là, nous ne savions plus vraiment où nous nous trouvions, mais la précision de la prévision était littéralement, il me semble, de l'ordre d'un demi-kilomètre. C'est une machine de chargement biaxial. En principe, les gars, ils testent donc aussi différentes bandes de fréquences, vous savez. Ici, ça va déjà marcher, n'est-ce pas? Oui, ici, c'est déjà tout à fait possible, oui. La machine a également été fabriquée ici même. Ici, on fixe le tissu ou bien le film dans cet outillage spécifique et en conséquence directe, il se déchire soit dans une seule direction, soit dans deux directions opposées. On peut aussi y insérer une bande adhésive. Voilà, c'est exactement comme cela que ça fonctionne. On choisit l'une des deux directions ou bien les deux en même temps? On peut faire les deux directions en même temps, oui. C'est-à-dire que c'est simplement une forme plus complexe de l'échantillon lui-même. Voici un échantillon de matériaux, il a été déchiré et nous avons précisément mesuré la charge maximale qu'il pouvait supporter. De quelle masse, si l'on peut dire ainsi, peut-elle réellement et effectivement mesurer? Ici, c'est peu, c'est-à-dire que cela fait 5 cm. En général, les tissus les plus résistants que nous utilisons ont généralement une résistance à la rupture de plusieurs milliers de newtons. C'est-à-dire que cette machine peut supporter de telles charges. Quels sont vos projets les plus proches dans ce domaine de travail? Eh bien, on peut regarder le plan de vol. C'est ce que nous avons discuté avec la Rosaviatia concernant les plans d'un vol de longue durée à la fin du mois de juin, en effet. Nous avons donc envisagé 2 sites de lancement, l'un à Vandek, l'autre à Kirjach. Il s'agit déjà d'un itinéraire de plus de 50 heures. Ici, il y a plusieurs régions. Les régions de Leningrad, Ivanovo, Vladimir sont concernées. Il aurait donc fallu annuler au moins 8 vols pour que notre vol ne représente pas un danger pour le trafic aérien. Ici, près du vaste réservoir de Gorky, nous avons trouvé un endroit où, en principe, il n'y a absolument aucune restriction de vol. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couloirs aériens bien définis qui délimitent précisément cet endroit près du réservoir. Et si, en conséquence, le décollage se fait en direction du nord ou du nord-est, alors nous ne touchons pas à ces couloirs. Ici,
Il ne s'agit pas simplement d'un secteur circulaire, mais d'un secteur en forme de triangle ou de quadrilatère. Quant à l'itinéraire pour 50 heures, il ne diffère guère d'un vol à l'autre. Ici, on voit qu'il n'y a qu'un seul point de décollage. Autrement dit, leur forme est identique, c'est juste qu'un itinéraire est légèrement décalé par rapport à l'autre. Donc, au début de la semaine prochaine, nous mettrons à jour cette prévision et nous discuterons déjà des restrictions concrètes. Par exemple, en ce moment précis, le courant atmosphérique au-dessus de la Russie est assez faible. Ce sont des vitesses de 17 km par heure, 9 km par heure et ainsi de suite, des vitesses relativement modestes. Cela concerne une altitude d'environ 18 km. Si l'on monte un peu plus haut, ici le transfert est déjà stable et d'est en ouest précisément, à une vitesse de 30 km par heure, 50 km par heure. Et si par exemple nous passons à la période hivernale. Par exemple, regardons janvier de cette année. À ces altitudes élevées, nous observons un vortex polaire stable qui existe dans toute l'épaisseur de l'atmosphère terrestre et atteint des vitesses très très élevées, 250 km par heure, voire même 150 km par heure. Et pratiquement tout l'hiver, il reste stable, c'est-à-dire qu'il arrive parfois, une fois tous les quelques années, qu'il se divise en deux vortex distincts qui alors évoluent indépendamment l'un de l'autre. Mais environ une semaine plus tard, il se recompose à nouveau en un seul vortex et on peut alors s'y déplacer comme un satellite. En survolant constamment les mêmes régions et s'il y a plusieurs de ces appareils, nous pouvons alors assurer une connexion continue et ininterrompue dans la région ou bien la surveiller en permanence. C'est donc un aspect assez intéressant et particulièrement pertinent à considérer. C'est intéressant et génial, car il n'est pas nécessaire de lancer un satellite avec une fusée coûteuse. Eh bien les amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie Arkady d'avoir mené cette visite passionnante pour nous. C'était très intéressant de voir comment tout se passe ici chez vous. C'est très agréable de constater que tout cela se fait à un niveau aussi élevé. Je suis heureux que vous ayez trouvé l'endroit où vous pouvez évoluer dans la direction qui vous intéresse et qui sera utile à notre grande cause commune. Merci encore beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Super, merci.